Bonjour et bienvenue à notre troisième épisode de notre série spéciale portant sur les grands penseurs économiques oubliés. Aujourd'hui, nous traiterons de la pensée d'un auteur anarchiste du 20e siècle. Il s'agit de Pierre Kropotkin et sa théorie de l'économie de l'entraide. Donc, comme à l'habitude, vous êtes familier avec la formule. Nous discuterons de sa vie, de ses influences, son parcours, puis en fait de sa théorie, notamment en réponse à la trappe malthusienne. Donc, sans plus attendre, débutons. Pierre Kropotkin est le cadet d'une famille aristocratique de la Russie du 20e siècle, d'où son surnom ironique de prince de l'anarchisme. Lors de son adolescence, il s'intègre au corps des pages du palais où il parfait son éducation. Le cursus à l'époque est divisé en deux volets. D'abord, des connaissances plus générales, le russe, l'allemand, la géographie et les mathématiques, et de l'autre côté, les sciences militaires, donc la stratégie, le maniement d'armes. Au terme de son parcours exemplaire à l'Académie, Kropotkin s'enrôlera comme cosaque dans l'armée pour y amorcer une carrière de géographe au plus grand dam de son père. Au terme de ce qu'il qualifiera comme la période géographique de sa vie, il aura parcouru plus de 50 000 km de l'Asie septentrionale à l'Extrême-Orient. Sa contribution à la géographie est colossale et teinte encore cette discipline aujourd'hui. Or, cette partie de sa vie qu'il qualifie de géographique n'est pas sa seule contribution à l'histoire de la pensée. Son amour et sa curiosité pour l'être humain l'amèneront à réfléchir à la condition de ses contemporains et à se convertir à l'anarchisme. Pour Pierre Kropotkin, l'ignorance dans laquelle est maintenu le peuple est à ses yeux la pire des calamités de la société. Entre 1872 et 1874, il se donne comme mission de faire l'éducation des masses, notamment par la propagande. Cette volonté pédagogique lui vaudra la prison dans la forteresse de Pierre et Paul, puis, suite à une rocambolesque évasion, il s'exilera en Angleterre. Jusqu'à sa mort, 4 ans après la Révolution russe de 1917, il demeurera un ardent et infatigable défenseur du peuple et anarchiste convaincu, s'opposant avec ferveur à l'accumulation de capital, l'État, l'injustice, l'égoïsme et l'oppression. Le cheminement intellectuel de Kropotkin a été grandement influencé par un très grand nombre de penseurs. On peut d'abord souligner la contribution importante de la pensée du père de l'anarchisme, Pierre-Joseph Proudhon, à qui on doit notamment la célèbre maxime « La propriété, c'est le vol ». Ensuite, l'anarcho-syndicaliste Bakounine, qui a défendu l'anarchisme face à Marx et ses troupes lors de la Première Internationale, et finalement le biologiste Charles Darwin, à qui on doit la théorie des espèces, qui sera la clé de voûte de la critique de Kropotkin de la trappe malthusienne. Dans ses écrits, Kropotkin ne s'illustre pas comme un fervent défenseur de la théorie de Malthus. En fait, c'est même tout le contraire, il s'illustre comme un ardent détracteur de celui-ci. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent de la série, l'idée de la trappe malthusienne se résume en l'incapacité de l'homme à se nourrir en fonction de sa capacité à se reproduire, ce qui amène à un état de famine ou de manque de nourriture pour les individus de l'espèce. Donc, cette théorie de Malthus a grandement influencé les travaux de Charles Darwin, qui a construit finalement sa théorie autour de 3 axes principaux. Mais c'est quoi les 3 thèses de Darwin? D'abord, la population est nécessairement limitée par les moyens de subsistance qui ont une croissance arithmétique. Ensuite, la population croît infiniment selon une logique exponentielle partout où croissent les moyens de subsistance, à moins qu'il y ait des facteurs externes, des obstacles qui entravent leur développement. Et finalement, ces obstacles forcent la population à réduire et à se réduire au niveau des moyens de subsistance. Et les populations le font grâce à la contrainte morale, au vice et au malheur. Les thèses de Darwin ont été notamment reprises par les darwinistes sociaux, dont Herbert Spencer, qui va pousser la logique des thèses darwiniennes et les appliquer à l'étude des groupes raciaux, des sociétés et des États, et qui va s'en servir comme socle justificatif d'une théorie scientifique de l'inégalité raciale, de l'exploitation culturelle et du laisser-faire capitaliste. Comme vous l'avez deviné, Kropotkin va s'inscrire en porte-à-faux avec ces idées et va les critiquer vivement, notamment dû à la dérive des thèses de Malthus. Selon le géographe, l'évolution est déterminée par l'aide ainsi que le soutien entre les membres d'une même espèce, plutôt
que par la lutte qui favoriserait les mieux adaptés dans l'acquisition des ressources nécessaires. Il soutient que la pérennité, la survie et l'amélioration de la condition humaine et la répartition des ressources ne dépendent pas de la concurrence entre les individus de la même espèce, mais plutôt des mécanismes d'entraide et d'aide mutuelle intrinsèques au rapport, notamment dans les relations humaines. Pour Kropotkin, comme pour la plupart des anarchistes, l'humain est un animal grégaire qui a besoin de l'aide de ses pairs pour assurer sa survie. La théorie de l'aide mutuelle comme facteur d'évolution est basée sur deux observations. D'un côté, la coopération des animaux des plaines sibériennes qui sont en proie à des conditions d'une hostilité sans égale, et de l'autre, les travaux du zoologiste Karl Kessler. Cette théorie met en échec la construction, fausse selon Kropotkin, de la trappe malthusienne qui fait fi de la coopération entre les individus au profit d'un individualisme ou d'une compétition qui pourrait être exacerbée par le manque de ressources. En parallèle aux thèses de l'aide mutuelle, Kropotkin soutient que la rareté est une construction des sociétés humaines qui est le résultat d'une appropriation violente des biens et des ressources. Selon l'analyse du géographe, l'idée de rareté résulte d'un effritement des communs et des associations de voisinage au profit de l'émergence d'un individualisme bourgeois. Toute cette idée de rareté comme construction humaine teinte la vision de Kropotkin de la production. En effet, il va même soutenir que la production ne doit pas être orientée vers le principe de profitabilité pour une minorité, pensons aux capitalistes ou encore aux rentiers, mais elle doit plutôt s'orienter vers une recherche de l'utilité et du bien-être de la communauté. Il s'oppose vivement à l'idée selon laquelle, et je cite, « la valeur d'usage se trouve totalement subordonnée à la valeur d'échange, donc à la spéculation, les intérêts vitaux passant au second plan. » Contrairement à Smith et Ricardo, ou Marx et Proudhon, pour Kropotkin, le problème le plus urgent, c'est ni la question de la production ou celle du travail, mais plutôt la question des biens consommables et de leur répartition. En bref, Kropotkin propose une production en fonction des besoins des membres de la communauté plutôt qu'en fonction de l'optimisation des gains du capitaliste. Évidemment, on ne peut pas parler de l'histoire de la pensée économique ou même de théorie économique sans parler de la question de la production. Et la question de la production chez Kropotkin va être une clé de voûte fondamentale de sa théorie. Tout comme Marx, il va défendre l'idée selon laquelle les moyens de production ne devraient pas appartenir à une élite, à une minorité, mais plutôt au peuple, aux travailleurs. Il est d'avis que la consommation justifie la production. Afin d'éviter l'expropriation des travailleurs, ces derniers ne devraient produire uniquement que ce dont ils ont besoin, et non des surplus. Pour ce faire, Kropotkin propose une division du travail en alternance plutôt que ce qu'il considère comme du travail en miettes, qui mène à une déqualification ainsi qu'à l'abrutissement des travailleurs qui sont soumis à cette logique. Chaque individu serait à la fois un travailleur manuel et un travailleur intellectuel. Fidèle à son époque et faisant fi de l'immense succès de New Harmony aux États-Unis, Kropotkin va proposer sa propre mouture d'un idéal utopique dans son ouvrage Champs, usines et ateliers, faisant écho finalement aux travaux de Robert Owen. Pour Kropotkin, le territoire devrait être divisé en parcelles de terre de 400 hectares qui seraient exploitées, administrées et gérées en collaboration par des regroupements de 200 familles. Ces exploitations fonctionneraient selon un principe d'autogestion et d'organisation souveraine entre les habitants. Ils auraient à déterminer, par exemple, le choix et la répartition des cultures, les parts de surface disponibles qui sont allouées à la création de parcs, de jardins, de squares ou d'usines. Finalement, l'utopie de Kropotkin propose un nouveau rapport à l'espace, mais aussi au mode de vie, au milieu de vie et à l'organisation du travail. Au cœur de ces communes autogérées, chaque membre aurait nécessairement à réaliser une certaine quantité de travail, mais toutefois en respectant ses capacités. Donc, en fonction des capacités et de la quantité de travail offerte à la communauté, l'individu recevrait la masse commune des richesses suffisant à ses besoins, sans échange de monnaie.
En terminant, cette capsule s'illustre comme une minuscule fenêtre sur une œuvre d'une densité phénoménale et sans commune mesure d'un auteur anarcho-communiste. Mise trop souvent au banc de l'histoire de la pensée, les théories de Kropotkin s'illustrent comme un regard d'une pertinence incroyable sur le monde contemporain. Son œuvre propose, et pave même la voie à une réflexion décroissantiste, notamment dans la conjoncture environnementale du 21e siècle et le rapport de l'Occident, notre rapport à la consommation et à la production de biens. Donc, c'est ce qui conclut cette capsule portant sur la pensée de Pierre Kropotkin, et nous vous disons à la semaine prochaine pour une capsule sur la pensée de Robert Nozick.